Bonjour à tous. Je vais démarrer. On va essayer de ne pas faire trop de bruit avec le micro. L'idée de la conférence aujourd'hui, c'est de vous parler des aurores polaires et des liens avec une discipline qu'on appelle la météorologie de l'espace. On pourrait dire pourquoi est-ce qu'il y a un lien finalement entre une aurore polaire, un objet qu'on voit dans le ciel, un phénomène même qu'on voit dans le ciel qui est assez magnifique, et une panne électrique comme celle qu'il y a eu au Québec en 1989. Donc l'idée, c'est de faire le lien entre les deux et puis de voir aussi, bien sûr, comment on peut observer les aurores polaires. Alors, si on regarde, quelque part, l'histoire de ces aurores polaires commence au niveau du Soleil. Le Soleil nous envoie de la lumière, c'est ce qui nous chauffe, mais en plus de la lumière, il nous envoie une petite quantité de particules. Alors ces particules sont des particules chargées qui sont soit des protons, soit des électrons. Et ces particules chargées donc, vont voyager entre le Soleil et la Terre beaucoup plus lentement que la lumière. Il faut savoir que la lumière voyage typiquement à 300 000 km par seconde, ce qui fait qu'elle met environ 8 minutes pour voyager entre le Soleil et la Terre, alors que ces particules-là vont typiquement à 300 ou 400 km par seconde. Donc elles mettent plusieurs jours pour venir, typiquement 2 à 3 jours. Et lorsqu'elles vont arriver près du Soleil, près de la Terre, elles vont commencer à subir l'influence du champ magnétique de la Terre. Comme ce sont des particules chargées, elles vont être, on va dire, influencées par ce champ magnétique de la Terre. Alors, en fait, au niveau du Soleil, ces particules, elles ne sont pas émises uniformément, et on va en voir plus là où il y a ce qu'on appelle des taches solaires, donc des zones qui apparaissent lorsqu'on regarde le Soleil dans le visible, plutôt noires, et qui sont en fait effectivement des zones froides de la surface du Soleil. En gros, plus il y a de taches solaires, plus il va y avoir d'activité, et au final, plus on va avoir d'images, de particules qui arrivent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces zones là, à la surface du Soleil qui apparaissent noires, quand on regarde à d'autres altitudes sur le Soleil, vont apparaître plus brillantes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des phénomènes, ce sont des phénomènes magnétiques, qui vont refroidir cette zone-là à la surface du Soleil et qui vont transférer l'énergie à plus haute altitude. Et puis, il y a des moments où cette énergie, et puis ces particules peuvent être éjectées, et on trouve dans ce qu'on appelle la couronne du Soleil, qui est en fait l'atmosphère du Soleil, des endroits vides, des endroits creux, comme on le voit ici sur cette très belle image prise par le satellite SDO, qui est à l'avant de la Terre. Ça, c'est ce qu'on appelle un trou coronal. En fait, ce trou coronal, alors là, l'image, elle est en fausse couleur. Il faut vous dire que ça n'est pas coloré comme ça, ce sont des fausses couleurs. Mais cette zone-là, c'est un endroit où les particules se sont échappées du Soleil. Alors, c'est pas évident du tout que des particules puissent s'échapper du Soleil. Le Soleil est très massique et il faut lutter contre la gravité. Ce qui permet cet échappement, c'est la très très haute température de la couronne solaire, plus de 10 millions de Kelvin. Et là, on arrive comme ça à ce que les particules puissent s'échapper. Alors, il y a plusieurs manières pour les particules de s'échapper. Elles s'échappent en permanence. Donc en fait, on a ce qu'on appelle un vent solaire permanent. Et puis, de temps en temps, il y a des endroits où ça s'échappe un peu plus, comme on voit ici. Et en plus, c'est en général un petit peu plus rapide, typiquement 700 ou 800 km par seconde. Et puis, il y a des zones très actives, vous en voyez là, ici, ou sur le côté, là. Et sur ces zones actives, on peut avoir des espèces d'éruptions brutales, qui sont des phénomènes brutaux, qui là vont éjecter des particules très très violemment. Et donc, on va parler d'éruptions solaires. Alors, j'ai un doute sur le fait que le film marche, parce que j'ai transféré de mon ordinateur à l'ordinateur là, et je ne pense pas qu'il y ait les films. Mais là, en fait, on voit une zone très active. Donc c'est un événement qui s'est produit en 2003 autour de la Toussaint. Et en fait, cette zone très active a, on va dire, généré une éruption très forte.
Et il y a un gros flux de particules qui est arrivé sur la Terre. Alors, une fois que ces particules arrivent, comme je disais, elles commencent à être influencées par le champ magnétique de la Terre. Alors ça, c'est une vue d'artiste de la forme du champ magnétique de la Terre. Et dans la vue d'artiste, les particules ont été représentées en jaune. Ce qui est intéressant, c'est que comme ces particules, quand elles arrivent, elles sont soit chargées positivement, soit chargées négativement, elles ne vont pas suivre les mêmes trajectoires en arrivant. Et donc, on va avoir une espèce de séparation et elles vont avoir tendance à contourner l'espèce de bulle magnétique de la Terre qu'on appelle la magnétosphère. Et d'ailleurs, cette bulle magnétique, elle est déformée par ce même vent solaire pour avoir cette espèce de forme de goutte d'eau. En fait, s'il n'y avait pas le vent solaire, la bulle magnétique serait symétrique à l'avant et à l'arrière. Et là, on a une espèce de forme de goutte d'eau. Et donc, la frontière à l'avant, ici, est très, très étanche. Et les particules ne pénètrent pas. Par contre, à l'arrière, c'est beaucoup moins étanche. Et donc, par ici, là, on va pouvoir avoir des particules qui rentrent. Et alors, une fois qu'elles rentrent, je vais revenir sur la diapo précédente, une fois qu'elles rentrent, là, il y a toujours du champ magnétique, elles vont être recaptées par le champ magnétique, et elles vont remonter le long de ces espèces de coquilles représentées en rose vers la Terre. Elles vont revenir vers la Terre. Est-ce qu'on doit dire aurore boréale ou aurore polaire? Mais en fait, quand elles remontent comme ça, le long de ces coquilles roses, elles vont arriver des deux côtés. Donc effectivement, il y a des aurores boréales au nord, il y a des aurores australes, et en fait, le terme générique, c'est aurore polaire. Et c'est parce qu'elles remontent le long de ces zones que les aurores vont se produire autour des pôles. Et donc, c'est vraiment ces régions polaires qui vont, la plupart du temps, pouvoir être le siège d'aurore polaire. Alors en fait, quand elles remontent, elles vont être prises par une ligne de champ magnétique et elles vont s'enrouler autour. Donc ça fait une espèce d'hélice pour arriver près des pôles. Alors là, le schéma, il n'est pas bon parce que là, on voit Madagascar et ça arrive très très rarement à Madagascar, c'est bien plus près des pôles. Et là, c'est pareil, c'est bien plus près des pôles. Ça, ce serait une configuration avec une activité énorme parce que ce qui se passe, c'est lorsque l'activité est très forte, eh ben, les lignes de champ, donc la coquille rose là qu'on voyait tout à l'heure, elle va se rapprocher de la Terre et on va arriver plus près de l'équateur. Voilà. Donc bon, ce schéma, il est plus ou moins valable. Et justement, donc, si on essaye de regarder à la fois au nord et au sud où se produisent les aurores, eh ben, on les voit effectivement autour du pôle. Alors vous voyez bien que c'est une espèce d'ovale, hein, ce qui veut dire que si vous êtes près du pôle, alors petite remarque, c'est pas le pôle géographique, c'est le pôle magnétique qu'il faut prendre en compte, puisque c'est le champ magnétique qui a un rôle. Si vous regardez, si vous êtes près du pôle magnétique, vous ne verrez pas ou peu d'aurores. Il y en a très peu. Il faut vraiment être sur l'ovale. Donc vous reconnaissez la Scandinavie ici, vous reconnaissez le Canada, là, le nord du Canada, et vous voyez que ça se produit sur un ovale et que l'ovale est plus intense, c'est-à-dire qu'il y a plus d'aurores boréales côté nuit. Alors ça, c'est intéressant, c'est dû au fait que les particules rentrent surtout par l'arrière. Il y en a un petit peu côté jour, hein, il y a des configurations d'ailleurs où ça peut rentrer fortement, mais c'est plus fort côté nuit. Et puis on a l'équivalent au sud, où là vous reconnaissez l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud. Et là aussi c'est pareil, c'est sur un ovale centré autour du pôle magnétique. Alors ça, ce sont des simulations. Donc, c'est-à-dire que ce sont vraiment des calculs qui ont permis de faire des simulations. Ceci dit, ces simulations, on s'en sert pour essayer de voir où est-ce qu'il y aura des aurores ou pas. Et c'est vraiment des simulations qui sont importantes. Alors, ce sont des simulations qui sont basées sur un modèle statistique, c'est-à-dire qu'on a pris les endroits où il y avait des aurores et puis on a fait des stats dessus pour essayer de voir comment ça fonctionne. Alors, vu du sol, voilà ce que ça donne. On voit des rideaux comme ça, vert essentiellement, parfois violet, souvent sous le vert, et puis parfois il y a un peu de rouge.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez constater que c'est peu brillant et on voit les étoiles à travers. C'est vraiment un des phénomènes, on voit à l'œil nu, mais ça reste assez peu brillant. Donc ça, c'est une photo qui a été prise en Norvège en 2017, dans une petite localité qui est à proximité de Tromsø, dans le nord de la Norvège. Et vous voyez des espèces d'arcs très structurés géométriquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces arcs sont très très dynamiques, c'est-à-dire que ça bouge, on les voit bouger à l'œil nu. En fait, ce qui se passe, c'est que ce sont les particules qui, au moment où elles reviennent le long de la ligne de champ, elles vont plonger dans l'atmosphère. Quand elles plongent dans l'atmosphère, on va pouvoir dire qu'elles excitent le gaz atmosphérique. Autrement dit, elles le font vibrer aussi. Et ce qu'on voit, en fait, c'est l'émission lumineuse, c'est la relaxation du gaz atmosphérique. C'est-à-dire que le gaz atmosphérique, après avoir été excité, il se relaxe en émettant de la lumière. Comme si vous, quand vous mettiez dans votre chaise longue, vous allez émettre de la lumière. Voilà, vous vous relaxez en émettant de la lumière. Et ce qu'on voit, en fait, c'est l'émission lumineuse qui correspond. Alors cette émission lumineuse, la relaxation, elle est très très rapide. Hein. Elle varie selon les couleurs. Donc typiquement pour le vert, effectivement, la relaxation, elle met 1 seconde à peu près. C'est beaucoup plus court pour le violet. Donc voilà ce que vous voyez. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez un rideau comme ça, eh bien, vous imaginez qu'il y a des particules qui sont arrivées de manière structurée le long d'une ligne de champ, mais avec une forme comme ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment des espèces de rideaux. Et ça veut dire que dans la bulle magnétique, dans la magnétosphère, il y a cette espèce de rideau qui s'est pré-créé et qui revient comme un miroir se créer dans la haute atmosphère. Alors justement, quand on voit une image comme ça, et les premiers qui ont observé des aurores se sont demandé à quelle altitude ça se produisait. C'est pas du tout évident à savoir comme ça, finalement, avec une seule image, de savoir à quelle altitude ça se produit, c'est pas simple. Alors, il y a un physicien au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, qui s'est dit, on va monter dans les montagnes. Alors c'était un Norvégien, Birkeland il s'appelait, et puis ils se sont dit, on va essayer de faire des expériences, on va monter dans les montagnes, et on va voir déjà si on est dans l'aurore quand on est dans la montagne. Donc finalement, est-ce qu'elle est à l'altitude de la montagne? Bon, ils sont montés, ils ont vu, puis l'aurore était toujours au-dessus. Donc bon, voilà, c'était pas bon. Mais ils ont trouvé un moyen. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on a pu calculer avec une assez bonne précision l'altitude de l'Everest avant d'y monter? On a fait ce qu'on appelle une triangulation. C'est-à-dire on a regardé l'angle sous lequel on voyait l'Everest de plusieurs points, et puis on a fait des calculs de géométrie pour savoir à quelle altitude était l'Everest. Donc on connaissait l'altitude de l'Everest avant d'y monter. Donc ils ont fait la même chose pour les aurores. Et ils ont trouvé que le vert, là, était typiquement autour d'une centaine de kilomètres. Donc c'est très haut. Ils ne se sont pas trop trompés en plus. L'altitude du maximum du vert, dans les dernières données, c'est 114 km. Donc à l'époque, c'était pas mal, ils s'étaient vraiment pas trop gourés. Le violet est un peu plus bas, il est typiquement à 95 km. Et le rouge, qu'on ne voit pas sur cette photo, mais qu'on voit parfois, est beaucoup plus haut, typiquement à 220 km. Alors là, ça c'est une autre photo qui a été prise à Shibboleth, et là l'aurore elle est vraiment vue par en dessous, elle était très peu intense, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas vu à l'œil nu, et là vous voyez le rouge qui est ici, un peu de vert. En fait il y a un effet de projection géométrique, là. Le vert est sous le rouge en altitude. Et en fait on voit tout de suite sur la photo que la pose est longue, puisqu'on voit beaucoup plus d'étoiles. Et si on s'amusait à zoomer d'ailleurs, on verrait que les étoiles bougent un peu. Donc en fait, on a dû poser quand même pas mal de temps et on commence à voir la rotation de la Terre. Typiquement, lorsque vous voulez prendre une photo d'aurore, il faut poser plusieurs secondes. Selon l'intensité de l'aurore, ça peut être entre 1 seconde et 20 secondes. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas bouger. Donc il faut avoir un pied. On commence à avoir des appareils photos sur les téléphones portables qui sont assez sensibles pour les photographier. Il vaut mieux avoir un bon appareil photo, c'est quand même la qualité des images sera meilleure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, aurore boréale, on connaît tous le terme aurore boréale, mais on a besoin d'observer les aurores au sud.
Alors, si ça c'est une autre simulation. Il y a 3 bases françaises en Antarctique. Il y en a une par ici qui est la base du Mont d'Urville. Il y en a une par là qui est la base Concordia qui est sur la calotte polaire. Et puis il y en a une ici qui est l'île de Kerguelen. Et on voit que, bon, elles ne sont pas forcément idéalement placées, mais elles peuvent quand même visualiser les aurores. Donc c'est intéressant de mettre des caméras ou des instruments là-bas pour pouvoir voir les aurores au sud, en plus de voir des phoques ou des très beaux paysages. Donc en fait, il y a un mois, je suis allé effectivement installer des caméras à Dumont d'Urville et à Concordia pour pouvoir faire des mesures sur les aurores australes. Vous avez l'image de la caméra qui est installée sur une petite cabane. C'est la petite boîte grise sur le sommet. Là. Donc là, l'installation, elle est très récente. Et pour vous dire, les premières observations d'aurore, parce qu'il faut qu'il fasse nuit pour voir des aurores, sinon on n'en voit pas. Et là, comme c'est l'été austral en ce moment, les premières observations vont avoir lieu demain. En fait, on commence à avoir assez de nuit là, et donc elles auront lieu demain. Alors elles sont automatiquement programmées, et donc la caméra va se mettre en marche toute seule et commencer à prendre des images. Il y a juste un technicien qui vient vérifier qu'il n'y a pas de neige sur la caméra, sinon on verra rien. Alors, ce qui est très intéressant quand on observe les aurores au sud, c'est qu'on double notre temps d'observation depuis le sol. C'est-à-dire que, comme on ne peut pas observer quand il fait jour, eh ben, typiquement de mars à septembre, au nord, on ne peut pas observer. Donc, il faut qu'on puisse observer au sud, et donc on a mis en place ces caméras. Et puis alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'autour des équinoxes, on peut essayer de relier ce qui se passe au nord et au sud. C'est les moments où on voit à la fois au nord et au sud. Et alors ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des petites différences entre le nord et le sud, parce qu'il y a des saisons, parce que la Terre est inclinée, il y a tout un tas de choses qui font qu'il y a des petites différences, mais on ne les comprend pas bien. Et donc on fait ce qu'on appelle de l'interhémisphérique, et on essaye de comparer sur une même ligne de champ au nord et au sud, eh bien, ce qui se passe. Alors c'est pas facile parce qu'il faut trouver les bonnes conditions géographiques. Si vous prenez la ligne de champ qui correspond à Dumont d'Urville au sud, vous tombez au nord du détroit de Bering en pleine mer, donc poser une caméra là-bas, c'est pas forcément évident. Donc il faut trouver des endroits, donc on est en train de réfléchir avec des collègues pour trouver les bons endroits pour faire ces observations et pour pouvoir avoir des observations sur une ligne de champ. Il y a une station qui est intéressante, par exemple la station Princesse Elisabeth, qui est une station belge en Antarctique, qui a une ligne de champ qui correspond à peu près à l'Islande. Ce qu'il faut dire que là, on peut vraiment observer à la fois au nord et au sud, et on va pouvoir avoir des informations vraiment intéressantes. Alors, si vous regardez, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a mis, donc ça, c'est les caméras, donc c'est une collaboration avec des collègues japonais. J'étais au Japon là, pour faire le travail. On était en train de mettre en place les caméras. Vous voyez les optiques. Et puis dessous, il y a la caméra elle-même. Et on était en train de travailler. C'était au mois de septembre de cette année. Et donc, il y a des couleurs dans les aurores boréales. Et donc, on a sélectionné 2 couleurs qui nous intéressent. Une qui correspond à l'oxygène, qui est dans le rouge, et une autre qui correspond à un ion, qui est l'ion azote, qui est dans le... Alors, qui est typiquement dans le bleu, c'est le violet que vous voyez, dans le bleu-violet, c'est celui que vous voyez en dessous. Alors, voilà, à quelle altitude ça se produit? Comme je vous le disais, le violet typiquement à 95 km, le vert autour de 110 km, et le rouge autour de 220 km. Et alors ça, c'est intéressant, c'est une aurore boréale vue depuis la France. Donc c'est une webcam, alors Scaping, je ne veux pas faire de pub pour la société qui installe ces webcams, mais elles sont très sensibles, ces webcams. Et en fait, voilà, vous avez une aurore vue depuis la France, donc c'est le 11 octobre, c'est pas si vieux que ça, et c'est pris, la montagne de Chabre, c'est typiquement vers Sisteron. Donc de temps en temps, eh ben, cet ovale, il va s'élargir, parce qu'il y a plus d'activité. Et comme il va s'élargir, on va pouvoir, à plus basse latitude, voir des aurores boréales. Parce que les particules, en fait, typiquement, vont avoir plus d'énergie et elles vont se rapprocher de la Terre avant d'être prises par cette coquille rose qu'on voyait sur le schéma tout à l'heure. Et donc, on a ça. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, en France, en général, les aurores qu'on voit,
sont rouges. Là, si vous regardez, donc il y a le massif du dévolué, le massif des écrins ici, je suis typiquement assistant, donc je regarde au nord. Donc en fait, l'aurore, elle est très clairement placée au nord par rapport à moi. Et c'est en fait un effet de courbure de la Terre, tout simplement. C'est que le rouge, il est à beaucoup plus haute altitude. Et donc finalement, quand on est loin au sud par rapport à l'aurore, on voit que le haut de l'aurore, à cause de la courbure de la Terre. Et donc, là, vous voyez, en fait, si on regarde attentivement, presque sous l'horizon, il y a un peu de vert, là. Et en fait, c'est vraiment le dessous de l'aurore boréale. Donc, voilà, on peut voir des aurores boréales depuis la France, c'est rare quand même. En ce moment, on en voit pas mal parce qu'on est près d'un maximum solaire, c'est-à-dire que le soleil a plus de tâches, et donc il a plus de particules. Et en ce moment, on est proche d'un maximum. Et ces maximums, on les retrouve tous les 11 ans. Il y a un cycle à 11 ans qui fait qu'on a plus ou moins d'activité solaire. Donc là, le maximum, en ce moment, c'est pas simple à déterminer, mais et puis ça va redécroître dans les prochains mois, les prochaines années, pendant 5 ans et demi, et puis ça va réaugmenter après. Et c'est vrai que dans les périodes de maximum solaire, on a plus de chances de voir des aurores polaires en France. On en a vu une le 1er janvier aussi au soir, il y a eu une aurore. Donc voilà, une illustration de l'effet de projection. En fait, on voit, à cause de la courbure de la Terre, on voit que le rouge. Si on se déplace vers le nord, on aura plus de vert. Oui, complètement. Complètement, exactement. Effectivement, sur la même aurore, si on est déplacé. Alors, on peut d'ailleurs faire le calcul d'essayer de savoir, comme on connaît les altitudes, on peut essayer de savoir à quelle distance c'est. Et typiquement, l'aurore d'octobre, là, elle était au-dessus des Pays-Bas ou de l'Angleterre. Donc assez loin quand même. Hein. Et donc, si on était par exemple à Amsterdam, alors il faut sortir des villes, hein, c'est peu lumineux. Donc, si on était dans la région d'Amsterdam, on aurait vu le vert en fait. Donc oui, c'est vraiment, on fait des calculs comme ça. Alors pourquoi les couleurs ? Donc, je vous ai un petit peu dit, j'ai commencé à dire, oui, de temps en temps c'est l'oxygène, de temps en temps c'est l'azote. Donc en fait, c'est le gaz atmosphérique qui va contrôler la couleur. Donc le vert, c'est l'oxygène aussi. Alors attention, c'est l'oxygène sous forme atomique. Vous savez qu'au sol, l'oxygène qu'on respire, c'est O2. C'est 2 atomes d'oxygène qui se sont accrochés l'un à l'autre. C'est une molécule. L'eau, à ces altitudes-là, l'oxygène est dissocié, et donc c'est l'oxygène atomique tout seul, et c'est cet oxygène atomique qui fait ces couleurs-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit surtout des émissions qui sont dues à l'oxygène et à l'azote, et en fait, si on regarde au sol, on a typiquement 78% d'oxygène et 78% d'azote et 21% d'oxygène. Si on regarde à plus haute altitude, on a 50% d'oxygène, on a 50% d'azote et le O2 devient minoritaire. Et donc c'est pour ça qu'on voit des émissions de N2 ou de N2+, parce qu'on a des conditions qui font qu'on peut ioniser, on peut arracher un électron à notre molécule. Et donc, à 200 km, voilà, on a cette composition qui est très différente. Alors, voilà, ça c'est une image qui a été prise au mois d'octobre, là. Et alors, vous pourrez voir l'espèce de petite ligne qui est là. C'est un satellite. Et c'est même un Starlink. Il est plus possible de prendre une photo du ciel sans voir un Starlink. Il y en a 7000. Ils sont très lumineux, donc c'est un vrai problème de pollution lumineuse. Lorsque vous voulez prendre des images d'aurore boréale, il faut vraiment s'éloigner des villes parce que c'est quand même peu lumineux, donc dans la ville, vous ne verrez pas, vous serez gêné par la pollution lumineuse. Si jamais on vous annonce un événement fort et que vous voulez en voir autour de Grenoble, il faut monter dans les montagnes, aller en Chartreuse, etc. Et il vaut mieux avoir un horizon nord très dégagé, puisque souvent ça se produit au nord par rapport à nous, c'est quand même rarement au-dessus de nous. Alors celle-là, je l'aime bien, elle est assez ancienne, cette photo, c'est une photo argentique que j'ai scannée. Elle date de 1994, et alors vous voyez, il y a une belle aurore boréale très diffuse,
Et là, il y a une comète. C'était la comète Hale-Bopp en 1994 qui était passée. C'est la seule photo que j'ai où j'ai à la fois une comète et une aurore boréale comme ça. Alors ça, c'est pris par ce qu'on appelle une caméra plein ciel. Donc c'est une caméra qui voit l'ensemble du ciel, ce qu'on appelle un fisheye aussi. Et en fait, pour l'imaginer, il faut que vous vous mettiez vraiment comme ça. C'est-à-dire que, voilà, et là, vous voyez vraiment toutes les différentes couleurs. On voit très bien le rouge. Il faut voir que ces couleurs peuvent s'additionner pour générer des couleurs différentes. Là, c'est des images qui ont été prises dans la région de Tromsø, aussi en Norvège. Ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement variable en forme. Et alors, sur cette séquence-là, ces 3 photos sont prises à 30 secondes l'une de l'autre. Et donc, vous voyez que ça varie de manière extrêmement dynamique. En fait, on les voit bouger à l'œil nu. C'est vraiment important. Et alors maintenant, on commence à avoir des appareils bien plus performants qu'il y a quelques années. On se rend compte que même à haute cadence, on a par exemple des collègues qui prennent des images à 32 images secondes et ils voient de la dynamique à 32 images secondes. Donc vraiment, on a des très fortes dynamiques sur ces aurores. D'autres images. Alors, là, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est que vous voyez ici des grosses structures sont des antennes radar. Et ces antennes radar nous permettent de scanner la région de l'atmosphère où ces aurores se produisent. Donc en fait, on envoie un pulse très puissant et on récupère la réponse de l'ionosphère. Et comme la réponse est très très faible, il faut des grandes antennes. Pour vous donner une idée, cette antenne-là fait 100 mètres de long, celle-là fait 32 mètres de diamètre. Et on essaye comme ça d'avoir des informations sur l'ionosphère, donc sur cette zone de l'atmosphère au-delà de 100 km. Ça, c'est à nouveau pris à notre petit observatoire optique donc, dans le nord de la Norvège. Vous voyez que ça prend des formes très très variables. Et puis, si on veut en voir, il ne faut pas de nuages. Là, vous voyez des nuages, ça nous pose problème, puisque c'est bien au-dessus de l'altitude des nuages. Typiquement, les nuages, c'est quelques kilomètres d'altitude, les plus hauts, c'est 15 km. Et donc, on est très gêné par les nuages. Une des solutions, c'est de les regarder par satellite. Comme ça, on les voit d'au-dessus. D'autres photos d'aurore. Alors, les timelapses, ils ne marcheront pas. Ça, par contre, c'est pris depuis l'espace. C'est une vieille photo, elle est très pixelisée d'ailleurs, mais je l'aime bien pour ça. C'est pris par la navette spatiale Discovery dans les années 80. Et on voit très très bien l'étagement ici, entre le rouge et le vert. Ce qui est intéressant, c'est que comme ça, on peut vraiment les voir de côté. On peut vraiment voir les aurores depuis l'espace. Puis là, on n'est pas gêné par les nuages. Et ça, c'est une photo en fausse couleur, prise par un satellite et qui était là par contre très loin de la Terre, et on vous revoit, mais là de manière réelle, l'ovale auroral dont je vous parlais tout à l'heure, qui était simulé. Et de temps en temps, cet ovale auroral, il est coupé par une espèce d'arc. On appelle ça une aurore θ. Et c'est pas si courant, mais ça arrive. Et donc ces aurores θ font que malgré tout, même en étant près du pôle magnétique, il peut y avoir des aurores de temps en temps. C'est rare, mais ça arrive. Donc vous voyez, en fait, les particules, elles arrivent dans l'atmosphère, elles excitent le gaz atmosphérique, et elles arrivent le long d'un ovale comme ça, qui est cintré autour du pôle, au nord et au sud. Alors on peut se dire, super, c'est joli, très bien. Il n'y a pas de problème, mais en fait, si. En fait, ça provoque des aurores boréales, ces particules, mais ça provoque tout un tas de perturbations. Et ces perturbations peuvent être majeures. On estime que si on avait un événement comme celui qui est arrivé en 1859, alors c'est un peu notre événement de référence, il s'appelle l'événement Carrington. Et donc cet événement, s'il se produisait maintenant, on estime que les coûts seraient supérieurs à 1000 milliards de dollars ou d'euros. À cette échelle-là, on n'en est plus. Et que la probabilité n'est pas si faible que ça. En fait, tous les ans, on estime que la probabilité est de l'ordre de 1 sur 100 à 1 sur 500.
Dit dans le langage courant, c'est que ça se produit tous les 100 ou 500 ans. Mais en fait, il faut le réfléchir comme une probabilité. Et donc, eh ben, ça peut avoir des impacts, notamment sur nos systèmes technologiques. Alors, il y a eu quelques événements marquants. Notre événement de référence, c'est l'événement Carrington, donc 1859. Et alors, il y avait les premières technologies, les premiers réseaux télégraphiques. Et ces premiers réseaux télégraphiques, eh ben, il y a des stations qui ont pris feu, spontanément. Et puis, il y a le réseau qui se mettait à envoyer des messages tout seul. Ça a perturbé les gens, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas ce que c'était. On a vu des aurores polaires en Inde et à Cuba, c'est pareil, ils n'avaient pas l'habitude. Dans les autres événements, je vois que le temps passe, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Il y a un événement en mai 1921 qui a été assez fort, sans doute moins que Carrington. Alors je le cite parce que j'ai un témoignage oral de cet événement-là, c'est mon grand-mère, qui me dit, quand j'avais tel âge, j'ai vu une aurore en Bretagne, très brillante. Et en fait, en reconstituant, j'ai pu voir que c'était celle de mai 1921. En 1956, il y a eu un événement assez atypique avec un très fort flux de particules, mais avec des énergies très fortes. Et un événement comme ça, maintenant, poserait des problèmes vraiment sérieux sur les électroniques, y compris au sol. En 1972, il y a eu une éjection de masse coronale, donc une éjection du Soleil comme ça. Et là, c'était la guerre du Vietnam. Et dans les mers autour du Vietnam, les Américains ont commencé à voir leurs mines sous-marines exploser spontanément, sans qu'il y ait de passage de bateaux ou de sous-marins. En fait, ce qui se passait, c'est que comme ces mines sous-marines détectent des variations du champ magnétique liées aux bateaux qui passent, et bien là, ces aurores boréales, ces particules, quand elles arrivent, elles provoquent des petites variations du champ magnétique. Et ça a fait exploser les mines sous-marines de manière spontanée. Ça les a perturbés aussi à l'époque. Alors, déjà cité, en 89, le réseau électrique du Québec qui tombe. Et ça, panne électrique, 9 millions de personnes dans le noir, au mois de mars, au Québec, il fait froid en plus. Donc, en 2003, il y a eu aussi un événement assez fort, avec une chute du réseau électrique dans le sud de la Suède, moins grande, et puis 3 satellites qui ont été perdus, qui ont été complètement perdus, on n'a pas pu les récupérer. Et là, en mai 2022, il s'est passé un événement tout simple, mais alors vraiment le truc, ils sont produits plusieurs par mois. Mais juste à ce moment-là, la société SpaceX a lancé des satellites. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a de l'activité solaire, l'atmosphère gonfle un peu. Comme un ballon qui pourrait gonfler parce qu'il chauffe. Et les satellites en orbite basse, comme l'atmosphère gonfle, ils freinent un peu plus. Ils subissent plus de freinage, comme vous, quand vous êtes en vélo face à l'air. Et là, ils sont trop descendus, leurs satellites, et ils en ont perdu 40 d'un coup. Bon, voilà. Ils ont dit que c'était pas grave pour eux, mais bon, moi je trouvais que c'était pas négligeable. Il y a eu des événements plus forts dans les temps historiques. Il y a un événement qui s'appelle le Miyake Event, qui date de 774 ou 775. Et là, on en trouve des traces dans les arbres et dans la glace. On arrive à voir dans le carbone 14 ou dans le bérylium 10 dans la glace, des traces de ces événements très forts. Et il y a un article assez récent qui est paru, qui mentionne un événement qui serait encore plus fort il y a 14 000 ans. En 2024, il y a quand même eu un petit peu d'activité. Il y a eu un événement conséquent en mai, on a vu des très belles aurores, y compris vertes en France. Peu de dégâts, des perturbations temporaires, mais peu de dégâts, et on a vu des aurores jusqu'en Italie, au Mexique et en Inde. Et puis, il y a eu l'événement d'octobre, j'ai montré une image de cet événement. Donc en fait, il y a quand même des événements de temps en temps, et ça peut perturber nos systèmes technologiques. Alors quels sont les risques ? Ça peut perturber les communications radio, qui maintenant, à notre époque, peuvent devenir critiques. Il faut savoir qu'en 2015, par exemple, il y a eu des perturbations liées à de l'activité solaire, et le contrôle aérien a perdu le contact avec ses avions pendant 1 heure. Bon, il y a des procédures d'urgence, mais voilà, il faut quand même faire attention. Il peut y avoir des problèmes de radiation aussi dans les avions pour les événements très forts. Et puis, il peut y avoir dans les cas extrêmes, comme celui de 1956, des dangers pour les électroniques au sol, où on peut perdre de la mémoire sur des ordinateurs ou des choses comme ça. Et puis, il y a des courants induits dans le sol, en fait. Comme ces particules font varier le champ magnétique, ils induisent dans le sol des courants,
Et c'est ça qui a fait sauter le réseau électrique du Québec en 1989 et celui de Suède en 2003. Dans l'espace, il y a des risques aussi. Alors, il y a ce freinage atmosphérique dont je parlais. Et puis, il peut y avoir des événements où, en fait, il y a une particule qui passe à travers une électronique, qui crée localement un court-circuit et qui détruit l'électronique. Si c'est une électronique de contrôle critique du satellite, on perd le satellite. Et donc, c'est pas négligeable du tout. Et puis, il peut y avoir sur les panneaux solaires des charges de surface. Et puis, quand elles deviennent trop importantes, ça fait un claquage dans le panneau solaire et ça détruit le panneau solaire. Et donc, plus d'énergie sur le satellite. Et donc, on perd le satellite aussi. Alors, je ne vais pas trop détailler ces courants induits, j'ai plus le temps. En fait, ce qui se passe, c'est que si ça, ce sont des magnétogrammes, c'est-à-dire ces enregistrements des variations du champ magnétique de la Terre à un endroit donné. Donc ça, c'est à Tromsø. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est que plus la variation est importante, plus le courant induit va être important. Et donc, ce qu'on regarde, c'est bien la dérivée, donc la variation dans le temps du champ magnétique. En 1989, on a vu que les variations atteignaient 1100 nanotesla par minute. Et on estime que pour des événements plus forts, ça peut monter jusqu'à 5000. Donc en gros, c'est la variation. Donc plus c'est raide, là, plus il va y avoir de courants induits dans le sol. Et en fait, les courants, ils sont paresseux. Et donc, ils vont aller se mettre dans les grands réseaux. Alors, ça peut aller sur les réseaux électriques, mais aussi dans les pipelines, dans les rails, lorsqu'il y a des réseaux ferrés, etc. Donc, ça peut vraiment causer des perturbations importantes. Une perturbation qui est importante, c'est aussi sur les systèmes GNSS. Ça décale la position qui est donnée par votre GPS. Et ça peut décaler de plusieurs centaines, voire plusieurs kilomètres. En 2024, en mai, on a eu des informations comme quoi il y avait des décalages jusqu'à 1 km. Le problème, c'est que si vous avez une voiture autonome qui est contrôlée par votre GPS ou votre GNSS, 1 km, vous allez, au lieu d'être sur l'autoroute, vous êtes en train de planter dans le champ. Alors, si c'est juste ça, c'est pas grave, mais il y a des fois, si ça se produit de manière impromptue, puis que votre voiture autonome, elle se met à faire n'importe quoi, ça peut quand même poser des problèmes. Et donc, effectivement, c'est des vrais soucis. Et puis, sur l'aviation civile, dans les cas extrêmes, les doses de radiation peuvent commencer à devenir importantes, ce qui peut d'abord pour le pilote ou l'équipage être un problème, parce que s'ils reçoivent trop de radiation, ils ne peuvent plus voler. En fait, dans les secteurs nucléaires, on ne peut pas dépasser la dose de 20 millisieverts par an. On estime que sur certains événements, on pourrait atteindre 26 millisieverts. Il ne peut plus voler de l'année. Donc disponibilité du pilote, puis bien sûr problème de santé. On estime que il y a certaines estimations qui vont jusqu'à 500 millisieverts pour un New York-Tokyo, sur des événements très forts. Donc là, ça commence vraiment à devenir grave. L'électronique au sol peut être perturbée aussi, ça peut être vraiment un gros problème. Alors, je vais conclure pour dire que vos photos, si vous allez observer des aurores, nous intéressent parce qu'on fait de la science et on a monté un groupe international pour voir comment on peut faire de la science avec les photos des amateurs. Ce groupe, il s'appelle Arctics. Et en gros, on essaye de comprendre les profils verticaux, les formes des aurores, etc., à partir des photos que vous avez pu prendre lorsque vous êtes dans des régions aurorales ou même lorsque vous êtes ici. Alors un point, si vous voulez aller observer des aurores, le plus simple, c'est le nord de la Scandinavie. Vous pouvez y aller en train. Donc pas besoin de pourrir votre bilan carbone pour y aller, vous pouvez y aller en train. Ça met un peu de temps, mais ça fait un voyage plus long et c'est pas mal quand même. Donc voilà, et alors si vous êtes intéressé par la prise de photos d'aurore, on a publié un handbook pour les citoyens, les amateurs qui prennent des photos, et un field guide pour vous apprendre à détecter les différentes formes d'aurore. Et donc vous pouvez les retrouver sur le net, et elles sont... c'est des documents pour vous aider à prendre des photos et pour vous expliquer aussi ce que nous on peut en faire et comment il faut que vous les preniez pour qu'on puisse les utiliser. Voilà, je vais conclure là-dessus. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pourquoi, quand on est devant les aurores boréales, à l'œil, moi personnellement, je ne les ai pas vues. Je les ai eues sur mes appareils, sur tout ce que j'ai. J'y étais pour ça, mais à l'œil, je voyais des choses, mais c'était pas ce qu'on voit là, quoi. Il n'y avait pas de couleur entre autres. Alors il y a deux phénomènes. En fait, maintenant les appareils photo sont bien plus sensibles que notre œil.
notamment lorsqu'on prend des pauses longues. Typiquement, notre œil, il prend des pauses d'un dixième de seconde à peu près. Donc effectivement, elles paraissent toujours plus bruyantes sur les photos, c'est presque frustrant. Il y a un autre phénomène qui fait qu'en fait, en très basse lumière, l'œil il voit en noir et blanc. Alors, on a deux systèmes de capteurs sur l'œil, et il y a des capteurs noir et blanc qui sont plus sensibles et des capteurs couleurs qui sont un peu moins sensibles. Et en fait, en très basse lumière, il n'y a que ces capteurs noir et blanc qui se mettent en route, et en fait, on les voit grises typiquement. Voilà. Et il faut vraiment qu'elles deviennent très intenses pour pouvoir les voir vraiment colorées à l'œil. C'est un petit peu frustrant, c'est vrai que parfois on prend une photo, on se dit wow, elle est toute verte et tout, on regarde et c'est tout gris. Donc il faut avoir un peu de chance. Malgré tout, on peut en voir à l'œil de manière très brillante. Mais voilà, c'est une question de sensibilité. Les appareils photos sont trop bons maintenant. Tout à l'heure, une photo de la petite cabane avec le cadeau dessus. Si vous mettez le Kerguelen, ça résiste au vent. Parce qu'au Kerguelen, ça brasse. Hein. Alors, oui, à Dumont-d'Urville aussi, on a des catabatiques donc, qui peuvent atteindre 200-220 km/h. Oui, normalement, on a fait le montage pour qu'il résiste à 220 km/h. Donc, bon, on va essayer. Là où on est en train de regarder avant de faire l'installation à Kerguelen, c'est les statistiques de couverture nuageuse. Parce que s'il y a trop de nuages, voilà, c'est pas forcément utile d'installer ça. Mais oui, alors là, le système qu'on a mis, il a déjà, enfin, quand on y était, on a eu deux tempêtes, une où c'est monté à 80 nœuds, typiquement 150 km/h, ça n'a pas bougé. Après, voilà, on va croiser les doigts, exactement. Je veux savoir, est-ce que vous essayez de reproduire en laboratoire les aurores? Alors oui, on a une belle expérience à l'observatoire qui s'appelle la Planéterella, qui reproduit en laboratoire les aurores polaires. Alors avec des différences, on ne voit pas les mêmes couleurs, mais oui, on voit des choses. Et donc il y a une expérience, alors il y a moyen de la voir, il y a des visites qui sont organisées, et donc c'est une expérience qu'on peut vous présenter, notamment on fait beaucoup de présentations pour les classes, donc oui. Et d'ailleurs, ça a été très intéressant parce que ça nous a permis aussi d'avancer scientifiquement, c'est-à-dire qu'on a fait des expériences sur la manip, le simulateur, et on a pu progresser dans la connaissance des aurores. Donc ça s'appelle la Planéterella. Il y a un site web dédié. Est-ce que vous étudiez les aurores pour étudier le champ magnétique ou pour étudier les vents solaires ou pour étudier autre chose? Alors en fait, les aurores, elles se produisent typiquement entre 100 et 300 km d'altitude. Alors, il y a plusieurs motivations. D'abord parce que ce sont des phénomènes lumineux qu'on ne comprend pas bien et donc on les étudie pour elles-mêmes. Donc pour essayer de comprendre la dynamique de ce qui se passe et d'essayer de comprendre aussi la quantité de particules qui rentrent dans l'atmosphère. Après, bien évidemment, ça va générer des variations du champ magnétique et on essaye de faire le lien pour voir les conséquences que ça va avoir à la fois sur les satellites et sur le sol. Mais il faut voir ça comme un système, c'est-à-dire que quelque part, les particules arrivent, modifient le champ magnétique et on prend le système dans sa globalité. Et donc l'étude, c'est une pierre dans le système d'étude de l'ensemble de ce qui se passe dans la très haute atmosphère et même dans la chaîne d'événements qui se produit en météo de l'espace depuis l'éruption solaire jusqu'au moment où ça arrive sur Terre. Donc en fait, c'est une pierre dans ce qu'on appelle la météo de l'espace, où on reconstitue comme ça toute la chaîne des événements pour arriver jusqu'aux conséquences sur Terre. Et les aurores, c'est une des conséquences. Et effectivement, on s'en sert comme un espèce de thermomètre de ce qui se passe dans cette zone d'atmosphère. En fait, 100-300 km, c'est une zone casse-pied. Il y a même des collègues qui l'appellent l'ignorosphère. Parce qu'en fait, c'est trop bas pour les satellites. Les satellites, typiquement, c'est 400, voire plus. L'ISS est à 410 km en moyenne. Un ballon ne peut pas monter au-delà de 50 km. Et donc, cette zone-là, on peut très difficilement faire des mesures in situ. Et donc, on s'en sert pour avoir des informations sur ce qui se passe dans cette couche d'atmosphère. Une question peut-être bête, mais vous avez évoqué, et vous venez de les réévoquer, les conséquences négatives. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas tourner cette négativité en positivité en utilisant cette énergie d'une manière quelconque, même si c'est à 300 km?
En fait, quand on regarde la quantité d'énergie qui arrive sur Terre, c'est pas grand-chose. Ça peut se concentrer à certains endroits, mais c'est pas grand-chose. En moyenne, c'est quelques dizaines de gigawatts qui arrivent, donc c'est quelques tranches nucléaires. Donc à l'échelle mondiale, c'est vraiment pas énorme. Après, on peut poser la question aussi en termes de vulnérabilité. C'est-à-dire que quand on développe une technologie, si elle est vulnérable à ces phénomènes-là, eh ben, soit on a des contre-mesures faciles à prendre, soit on peut se poser la question de la pertinence de ce développement-là. Et donc, en fait, il faut aussi prendre en compte l'idée que, voilà, plus on développe des technologies avancées et qui risquent d'être sensibles à ça, plus on sera vulnérable. Et c'est vrai que sur l'événement Carrington, maintenant, très probablement, on perdrait une très grande partie des réseaux électriques dans les pays les plus développés, typiquement au-delà de 40 degrés de latitude. Donc ça comprend quasiment toute l'Europe, les États-Unis, le Canada, la Russie, et puis au sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Enfin, si on perdait tous les réseaux électriques dans ces endroits-là, on ne serait pas bien. Et donc, il faut à la fois prendre des contre-mesures et puis se rendre compte de la vulnérabilité vis-à-vis de ces événements-là, sachant qu'en plus, on ne sait pas bien les prévoir. Donc on essaie de travailler à la prévision, mais par rapport à la météo, on est bien en retard et puis on n'est pas bon. Et il faut qu'on travaille encore. Merci.